Qu'est-ce que tu prends comme action, littéralement, pour te prouver à toi-même que tu n'es pas un imposteur? Ouais. Rappelle-toi, le 2 fois et demi, on va toujours aller plus vers le négatif. Parce que la nuit, il y a vraiment beaucoup qui se produit au niveau de l'encodage de l'information, de la mémorisation. Et ça va t'aider à mieux cerner les opportunités le lendemain venu. Quand tu crées une nouvelle habitude, c'est parce que les connexions se compétitionnent puis tu réussis à en faire une plus forte que l'autre. Ambitionnelle, femme qui n'a pas peur de s'affirmer, prendre sa place et donner le meilleur d'elle-même afin d'avoir ce qu'elle veut. Lauriane Houdblais, merci beaucoup d'être avec moi sur Ambitionnelle aujourd'hui. C'est tellement un plaisir, Juliette. Merci de m'accueillir. Ça me fait tellement plaisir parce que la neuroscience, comme je te l'ai dit vraiment auparavant, c'est l'un des sujets qui me fascine le plus parce que justement, le cerveau est incompréhensible en une manière. On sait des choses, mais on ne peut pas l'expliquer à 100%. Et tu as décidé de t'y intéresser, en fait. Donc, j'aimerais ça savoir, parce que tu n'as pas étudié en neurosciences, si je ne m'abuse, comment est-ce que tu es tombée dans ce milieu-là et qu'est-ce qui t'a donné la piqûre un peu de t'y intéresser? D'emblée, effectivement, je n'ai pas étudié en neurosciences. J'ai fait un baccalauréat puis une maîtrise en administration des affaires. Mais j'ai choisi la concentration communication-marketing. Fait qu'il y avait toujours un aspect de moi qui était intéressé à me mettre dans la tête de mon client, à comprendre ce qu'il pense pour mieux lui parler avec impact, etc. Fait que je pense qu'il y avait cette portion-là de moi qui était toujours intéressée par ça. Également, en secondaire, je tripais bio, chimie. Fait que, tu sais, je me retrouve aujourd'hui à être dans un combo de leadership, de gestion, ce que je sais faire, c'est pourquoi j'ai été formée. Puis c'est ça. Par après, sur le marché du travail, j'ai joint Précigraphique un petit peu après ma maîtrise. Précigraphique qui est un manufacturier de print. On fait des impressions commerciales pour des clients en entreprise. Et j'y suis depuis déjà 10 ans, mais j'ai évolué dans mes rôles. Et ça fait que 3 ans que je suis à la direction générale. Et quand je suis passée dans le poste de direction générale avec les responsabilités plus macro, j'ai réalisé que de gérer une entreprise, c'est gérer des comportements humains. Entièrement. Définitivement. Et c'est là que je me suis intéressée à la neuroscience parce que je me suis dit, si je peux comprendre le programme qu'on partage tous de base, ça va tellement m'aider à mieux faire mon boulot, puis à travailler mon approche à l'humain, puis surtout développer beaucoup de proactivité, plutôt que d'être juste en réactivité, puis des fois même dans le jugement par rapport à certains comportements. Tu comprends? Fait que quand je dis je m'y suis intéressée, c'est là que je suis allée chercher mes formations. Donc, une première formation MIT, Neuroscience for Business. Puis après ça, beaucoup plus en détail, c'est une autre formation qui m'a pris près d'1 an au Neuro Leadership Institute, qui est une organisation mondiale. Fait que c'était génial parce que j'avais accès... Mes collègues, si on veut, étaient partout à travers le globe. Fait que c'était super enrichissant au niveau culturel, au niveau des différentes approches de gestion culturelle, etc. Fait que voilà un peu le parcours qui m'a menée vers la neuro. Et en voyant comment ça m'a servi sur le terrain, ces apprentissages-là, dans mon expérience de gestion, je me suis dit, il faut que je partage ça. Ça adoucit tellement le quotidien du gestionnaire quand il comprend la base des humains avec lesquels il travaille qu'il faut partager. Fait que j'ai créé Gamma Lab. Ça fait quelques mois que j'ai lancé. Gamma, c'est un service de formation, atelier, workshop pour gestionnaires, service conseil également, pour partager justement ces bases-là qui adoucissent notre expérience. Ouais. Ben oui, puis je pense qu'une chose qui nous rassemble tous, c'est le fait qu'on va tous interagir en tant qu'humains. Puis je pense que j'avais lu quelque part aussi que pour vieillir vieux, oui, c'est important de bien manger, oui, c'est important d'avoir son sommeil, oui, c'est important de faire attention à sa santé, mais la variable qui regroupait le plus de personnes qui avaient une longue espérance de vie était les relations avec les autres, puis ceux qu'ils aimaient aussi. Tout à fait. Donc, ça, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Puis la neuroscience vient justement
compléter cette... Ben, cette conclusion-là, finalement. L'étude dont tu parles, c'est Harvard je pense qu'ils l'ont menée, je ne vais pas me tromper, là, c'est 75 à 78 ans. Oui, me semble. Il y a eu comme 4 directeurs de recherche à travers les années. Puis effectivement, c'est la variable qui va... Tes relations sociales. On est des bébites sociales. Ben oui. Notre cerveau est un organe social. Exact. Fait que oui, tout à fait. C'est des connaissances qui sont vraiment, vraiment pertinentes et bonbons dans nos interactions du quotidien. Ben oui, puis il y a tellement de gens aussi qui disent « Ah, mais je suis introvertie, je veux pas interagir avec les autres, ça me tente pas aujourd'hui » ou comme « J'aime pas les autres personnes ». Je suis comme « Mais t'en as besoin. On a besoin de savoir comment interagir. » Puis surtout, de nos jours, j'ai l'impression qu'avec les médias sociaux, les technologies, on oublie comment interagir en personne avec des humains, tu sais. Donc, j'ai l'impression que la neuroscience vient tellement ajouter à notre vie, puis donne tellement une plus value. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question, parce qu'on a une branche de la psychologie et on a la branche de la neuroscience. Mais c'est quoi la différence entre les deux, en fait? C'est une super bonne question. La neuro va s'attarder plus à l'aspect biologique du phénomène psychologique observé. Fait que je te donne un exemple concret. Disons qu'on parle de gestion des émotions, régulation des émotions. La psychologie va te dire, quand tu ressens une émotion forte, nomme-la. Fais pas de la suppression d'émotions. La neuro va amener ça à l'autre niveau, où on étudie dans le cerveau avec des outils pour voir les interactions, pour voir quelles régions s'activent ou se désactivent et tout ça. La neuro va te dire, quand tu nommes ton émotion, ton amygdale, qui est ton processeur émotif, va diminuer son activité. Donc, tu vas être moins propice à réagir fortement, ou du moins, c'est une tactique de régulation d'émotions. Et aussi, l'affaire, c'est que ce qui était observé si tu fais de la suppression d'émotions, c'est que ta coactivation entre ton amygdale, ton processeur émotif, et ton hippocampe, qui est comme la bibliothèque de ton cerveau, va se réduire au minimum. De sorte que tu seras plus capable tu seras pas en mesure de bien mémoriser la situation. Tu vas t'en souvenir d'une façon assez floue. Et ainsi, la prochaine fois que la situation se reproduit, tu ne seras pas en mesure de réagir différemment. Tu ne seras pas en mesure de grandir de cette expérience-là. Fait que tu vois, c'est toujours... Puis c'est ce que j'aime, c'est ça le lien avec la fameuse bio, tu sais, la bio puis la chimie, tu sais, que j'aimais tant. C'est que là, on se penche vraiment sur comment la machine fonctionne, tu sais, puis... on voit des graphiques, fait que c'est juste super intéressant. Moi, ça vient me chercher beaucoup. Mais c'est complémentaire. Avec Gamma, oui, je me concentre beaucoup sur neurosciences pour gestionnaires, mais essentiellement, c'est les sciences comportementales pour gestionnaires. Et sciences comportementales, la psycho en fait partie, évidemment. Puis, tu as parlé de régulation des émotions, ce que je trouve vraiment très intéressant, parce qu'on voit des personnes qui sont beaucoup plus propices, admettons, à avoir une réaction qui est quand même assez intense, versus d'autres qui ont un peu moins cette tendance-là. Comment ça se fait que certaines personnes... Est-ce que c'est inné? Est-ce que... Ben, je pense que c'est définitivement, tu sais, comme je viens de le dire dans l'exemple que je t'ai nommé, c'est définitivement tes expériences et comment tu les as gérées qui forge essentiellement comment ton cerveau va se... Je ne veux pas dire reprogrammer, là, mais on sait très bien que le cerveau est plastique. On sait ça aujourd'hui via plein d'études qui ont démontré qu'on peut reformer nos super connexions, même celles qui sont très fortes, très bien ancrées depuis les jeunes années de notre vie, avec l'effort de la pensée, avec l'effort des actions répétitives. On est capable je trouve le terme en anglais est très puissant, rewire. Reprogrammer, là, finalement, la façon dont tu réagis. Fait que je pense que, justement, en ayant accès à ces connaissances-là aujourd'hui que la neuroscience nous apporte, ben là, tu as des outils concrets et tu sais que ça fonctionne, ça a été démontré. Fait qu'il s'agit que tu fasses l'effort. Il s'agit que, de un, tu t'y intéresses, puis de deux, tu veux le grandir, tu veux le faire différemment. Je pense que la majorité d'entre nous, on est tous dans ce mindset-là. On essaie toujours de se développer au meilleur de notre potentiel. Mais
Mais oui, il y a des personnes pour qui l'amygdale est plus grosse que d'autres, réagit plus rapidement que d'autres. Mais tu sais, il y a des bases comme quand tu dors pas bien, t'es prédisposé au biais de la négativité où tu vas donner beaucoup plus d'importance à tout ce qui est, tu sais, au risque, à la menace, à tout ce qui est négatif. Et t'as plus accès à t'as moins accès du moins à ton cortex préfrontal qui est responsable finalement de la régulation des émotions. Si tu ne l'as pas bien reposé, ben voilà. Fait qu'il y a une journée que tu peux snapper vraiment plus fort que d'autres. Fait qu'il y a un combo je pense, pour bien répondre à ta question, c'est un combo de connaissances, de gestion quotidienne de comment tu les appliques, puis de comment tu prends soin de toi. Le sommeil, c'est tellement important. Puis au départ, quand j'étais plus jeune, je dormais à peu près des 4-5 heures par nuit. J'étais à l'université, j'avais plein de choses à faire. Je me disais que c'est pas important. Mais j'ai remarqué que mes émotions étaient tellement plus variables. J'ai l'impression qu'un rien allait m'affecter beaucoup plus que lorsque j'ai un 7-8 heures de sommeil. Puis maintenant, avec la perspective, j'ai vieilli, j'ai un emploi maintenant, donc dormir, mon 7 heures en général, moi, c'est le nombre d'heures parfaites. Mais je vois vraiment, quand je l'ai pas, je vois la différence dans mes émotions. Et c'est complètement fou. Mais je sais qu'aujourd'hui, on voulait parler de la neuroscience de l'ambition. Et étant sur le marché du travail, comme beaucoup d'autres personnes, on expérimente le syndrome de l'imposteur. Est-ce que tu voudrais nous en parler un peu plus et nous expliquer d'où ça vient, pourquoi on l'a, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce syndrome de l'imposteur? Ben en fait, on s'entend sur la mission principale de notre cerveau, là, qui est d'assurer notre survie. OK? Puis le syndrome de l'imposteur, ça arrive quand on est face à soit des nouvelles responsabilités, des éléments qui nous sortent de notre zone de confiance essentiellement, avec lesquels on ressent un malaise ou qu'on ne se sent pas pleinement en confiance. Et ça, si je retourne à un des principes de base de la neuro qui nous est enseigné, quand on apprend ces concepts-là, c'est tout comportement humain est motivé soit par l'évitement d'une menace ou la recherche d'une récompense. Et justement, tantôt, on parlait du biais de négativité. De base, on est programmé pour donner jusqu'à 2,5 fois plus d'importance à la menace. Justement, dans la mission de survie de notre cerveau. C'est parce que nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, à toi et moi, ont donné plus d'impact au risque de s'intoxiquer avec la petite baie rouge que du plaisir de la déguster qu'on est ici aujourd'hui. C'est ça qui a assuré leur survie. Aujourd'hui, la menace, elle est moins au niveau de notre sécurité physique, elle est plus au niveau de notre sécurité psychologique. La menace, elle est sociale essentiellement aujourd'hui. Et je pense que ce qui se passe avec le syndrome de l'imposteur, c'est concerne une possible menace sociale et notre cerveau nous dit « Va pas là, c'est dangereux, tu vas mourir, tu sais. » Puis, justement, pour revenir à... Oui, l'exclusion sociale, ça égale la mort pour notre cerveau. On est tellement des bébites sociales que, oui, tout à fait, c'est tout aussi danger, red flag que le mammouth dans le temps. Là, oui, c'est ça. Tout à fait, là. Fait que je crois que c'est de savoir cerner, justement, c'est quoi cette menace-là, de bien l'identifier, puis après ça, de se mettre des mécanismes pour les contrer, finalement, puis de retrouver sa confiance. Chimiquement, dans notre cerveau, le syndrome de l'imposteur se manifeste aussi. Quand on y pense, juste le fait d'avoir peur d'être vu comme un imposteur, ça fait augmenter le cortisol, donc l'hormone de stress dans notre corps. Secondo, le fait de sentir qu'on ne mérite pas ce qu'on a, ça diminue la production du neurotransmetteur, qui est d'un des neurotransmetteurs importants dans ton état d'esprit positif, qui est la sérotonine. Puis, au niveau de ta testostérone aussi, que tu sois un homme ou une femme, on a tous la testostérone, qui est l'hormone vraiment de la confiance en soi. OK. Ah, c'est intéressant. Oui. Et quand tu ressens le syndrome de l'imposteur, forcément, ta confiance est affectée. Et bon, ça diminue ton taux de testostérone de manière générale. Et c'est aussi l'hormone qui est liée à la prise de risque, à la saine prise de risque. Fait que ça va faire en sorte que tu n'iras pas à la recherche d'une promotion, tu n'iras pas dans les discussions salariales, tu n'iras pas dans tout
tu sais, qui demande un risque, Ouais. un certain risque, mais qui demande une confiance en soi pour le faire. Alors, le syndrome de l'imposteur, son job, c'est de nous garder coincés, littéralement. Fait que quand on l'écoute puis on lui donne du pouvoir, ben, il y a vraiment un cocktail chimique qui se passe en nous. Puis on est pris là. C'est vraiment intéressant ce que tu dis par rapport à la testostérone et que c'est l'hormone de la confiance en soi. Parce que je pense que aussi dans les études, ça avait été retracé que les femmes sont beaucoup plus enclins à ressentir le syndrome de l'imposteur et les hommes, lorsqu'il y avait une étude qui avait été faite sur les critères que quelqu'un va cocher sur une demande d'emploi, les hommes sont beaucoup plus enclins à appliquer pour un emploi, même s'il n'y a pas tous les critères dans la description qu'une femme. Donc, je ne sais pas si, en tant que tel, le fait qu'un homme ait plus de testostérone soit lié à ça, mais c'est ultra intéressant. J'ai pas d'études pour te dire prouver. Oui, c'est une certitude. J'en ai pas qui me viennent à l'esprit. Puis j'ai pas souvenir d'être tombée là-dessus non plus. Mais il y a une partie de moi qui a envie de te dire forcément ça joue. Parce qu'on sait très bien que les hommes ont plus de testostérone que nous. C'est ça. Mais comme je te dis, c'est un combo d'affaires. C'est une Absolument. prédisposition aussi de ton environnement, les discours qui sont autour de toi. Justement, quand tu sais, si je reviens juste à un exemple de base, un enfant qui dit, moi, disons une petite fille, on va en parler, là, justement, des femmes versus des hommes. Une petite fille qui dit, moi, je veux être astronaute. Tu sais, tu as deux types de réponses en tant que parent. Tu as la réponse de, oh, wow, ça va te demander beaucoup, ça va te demander beaucoup d'études, ça va te demander beaucoup de force physique. Ou bien le parent qui va dire, ah, qu'est-ce que tu penses que tu as besoin de pratiquer pour devenir astronaute? Fait que là, tu vois que la prédisposition de ton entourage puis le discours de ton entourage peut avoir un impact à savoir, est-ce que je vais créer des connexions neuronales plus orientées vers la menace ou le gain? Tu me suis? Absolument. Et on bâtit nos super connexions entre 0 et 7 ans, puis on les révise aussi à l'adolescence. Fait que ce qui se passe dans notre jeune âge, puis comment notre entourage forge notre perception du monde, je pense à un grand lien avec l'ambition, à savoir comment elle se développe, comment elle s'entretient à travers notre vie en entier. C'est vraiment intéressant parce que en tant que tel, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, t'as tellement confiance en toi, comme, ben, du moins, t'as l'air d'être une personne qui a confiance en soi. » Et je dirais que c'est quand même vrai dans une certaine limite, mais quand tu disais que, justement, la plupart de l'enfance de 0 à 7 ans forge la manière dont tu vas te percevoir et comment est-ce que tu vas interagir dans le futur, je sais que mes parents, quand j'étais jeune, chaque fois que je voulais accomplir quoi que ce soit, mes parents étaient ultra supportive. Ils me disaient que peu importe ce que je voulais faire, si je voulais être présidente, première ministre, que je voulais être scientifique, que je voulais être journaliste, peu importe, ils étaient comme, tu peux le faire. Puis la seule personne qui va déterminer si t'es capable ou pas, c'est toi-même. Donc, je trouve que ça qui est venu jouer en jeu, probablement pour moi. Puis, ça m'a fait réaliser que ma mère était restée avec moi de 0 à 7 ans. Puis, elle s'occupait de moi, elle venait me chercher à l'école, elle jouait avec moi après souper, elle me faisait lire des livres. J'ai vraiment eu beaucoup de chance. Puis maintenant que tu le dis, j'ai l'impression que ça a aussi beaucoup joué dans la manière dont je me perçois, les relations que j'ai avec les autres et qu'est-ce que je veux accomplir. Donc, ça m'amène un peu à... t'en as un peu parlé, mais comment est-ce qu'on peut définir l'ambition d'un point de vue neuroscientifique? Ça, c'est une grosse question, Juliette. Pour moi, là, l'ambition, c'est la capacité... Tu me diras si c'est d'accord? Absolument. La capacité d'établir des objectifs pour nous-mêmes, d'avoir la motivation et la ténacité de les atteindre, puis ensuite de monter la barre, tu sais, de constamment avoir des objectifs. Fait que si tu es d'accord avec moi, puis qu'on part avec cette base-là, cette conception-là, puis on se rappelle notre base de tout comportement est motivé par l'évitement de menaces, la recherche de récompense, forcément, nos objectifs sont liés à des récompenses. Fait qu'ils soient sociaux, tu sais, l'appartenance à un groupe, l'autonomie,
un objectif de statut, de contribution, ou bien complètement monétaire, financier, peu importe, de savoir identifier de quel type est ton objectif, c'est super intéressant pour te mettre en état de récompense. Et quand tu es en état de récompense, dans ton cerveau, tu as encore un combo de neurochimie qui va faire en sorte que tu es constamment motivé vers l'atteinte des objectifs. Je veux te parler d'un neurotransmetteur en question. Puis, je fais un petit aparté. Le neurotransmetteur, c'est des molécules chimiques, en fait, qui assurent nos connexions neuronales. Et je veux te parler de la dopamine parce que c'est celui qu'on attribue le plus à la motivation. Il y en a d'autres, mais il y a un grand rôle à jouer. Puis j'ai l'impression que on le comprend mal. La plupart des gens associent la dopamine au plaisir, mais en fait, la dopamine, c'est lié à l'anticipation du plaisir. C'est vrai. Fait que ça a vraiment un rôle à jouer dans les actions puis la drive que tu vas mettre à atteindre ton objectif et pas nécessairement quand l'objectif est atteint. Tu me suis? La dopamine est très impliquée notamment dans toute addiction, en fait. Parce que, mettons, je fais un lien avec ce qu'on vit beaucoup aujourd'hui, disons l'addiction aux réseaux sociaux. Quand tu vas... Juste l'idée d'un petit like qui est lié à une récompense de statut, de contribution sociale, va pousser ton bras à aller vers ton téléphone. Ton bras, tes jambes, peu importe si le téléphone est ailleurs. Tu vas fournir des efforts pour aller chercher ta récompense. Puis peut-être qu'elle n'est même pas là, puis là, t'es déçu, ça fait mal, tu sais. Ouais. Mais c'est la dopamine qui est responsable de ça. Tu comprends? Alors, je pense que la neuroscience de l'ambition se définirait par des objectifs très clairs, réalisables, puis une recette magique là, pour stimuler la dopamine en termes d'objectifs. On en parlera plus tard si tu as envie. Un cerveau qui est constamment en état de récompense via justement de la dopamine qui flotte constamment. Là, puis d'être capable, une fois la récompense atteinte, d'identifier c'est quoi mon prochain niveau de récompense, puis d'assurer le flot de dopamine dans ce stretch-là également. Fait que c'est ça pour moi. C'est une séquence, en fait. Ouais. Puis la dopamine est très, très, très importante parce que c'est vraiment la molécule du plus, du je veux encore. Fait que c'est pour ça qu'on en parle, mais c'est pas la seule. Ben c'est ça. Quand tu as dit justement que la dopamine est en fait l'hormone... C'est une hormone, right? Ou c'est une molécule? Je suis mélangée. Plutôt neurotransmetteur. La dopamine, c'est un neurotransmetteur? Oui. OK. Ouais. Parce que je sais que j'avais lu dans un livre qui s'appelle The Mountain Is You, de Brianna West. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais c'était justement ça qu'elle expliquait, que la dopamine, on pensait à tort que c'était le plaisir, le point final, mais en fait, c'est tout ce qui vient avant. Donc, c'est pour ça que quand on recherche et quand on l'a, c'est pas du tout la même chose qui se passe. Et une fois que tu l'as ensuite, j'ai l'impression que le down que tu as après est beaucoup plus présent. Puis, on parlait aussi justement d'addiction, mais j'ai l'impression aussi qu'on vit dans une société qui est très axée sur la performance. Puis, tu disais qu'il y avait comme une recette magique pour venir rebalancer le niveau de dopamine ou de ramener ça dans une optique plus saine. Comment est-ce qu'on pourrait lier ce besoin de performance sans que ce soit négatif et qu'on tombe dans le too much, disons? Et là, on dirait que j'ai même pas la réponse pour toi parce que la performance, ça va toujours, on va toujours être en comparaison sociale. Toujours. Ça fait partie de notre programmation. Encore là, ce qu'on peut voir, c'est la quête de statut, le besoin social de contribuer encore plus que les autres. Parce que, selon l'évolution, quand tu as le regard des autres, quand tu as le respect des autres, tu es mieux protégé. Hein? Tu es mieux entouré, tu es mieux protégé, tes chances de survie sont plus hautes. C'est simplement ça à la base. Puis aussi, dans l'autre sens, tu t'engageras pas dans un combat qui va assurer ta mort, là, essentiellement. Tu comprends? Tu n'iras pas faire un face-à-face avec quelqu'un
dont tu es persuadé que tu vas Tu t'en perdre. sors pas. Exact. Et même chose au niveau des objectifs que tu te fixes par rapport à toi-même. Fait qu'il y a une espèce de zone, les auteurs que j'avais lus, ils appellent ça the Goldilocks Rule, fait que la règle de boucle d'or. Puis quand tu es comme dans une zone de boucle d'or, c'est parce que c'est juste à point. Tu sais, les objectifs que tu te fixes, tu sais qu'il y a des bonnes chances que tu les atteignes. Par contre, ils représentent un certain défi. Tu sais, il y a un exemple vraiment pas rapport qui me vient en tête, mais tu sais, quand tu joues au basketball, là, si ton filet il est à la hauteur de ta poitrine, là, je veux pas jouer au basketball, right? Il n'y a pas de défi là-dedans. C'est ça. Il n'y a pas de thrill. C'est ça. Puis j'ai pas d'objectif, j'arrive pas à... C'est quoi ma récompense là-dedans? Il n'y en a pas, j'arrive pas à la lier. Par contre, si le filet, il est à... Tu sais, il est inatteignable, tu veux pas non plus essayer parce que tu sais que... Ouais. C'est impossible. Tu n'y arriveras pas. Puis c'est une opportunité de perdre la face, etc. Tu sais, fait que... Je pense que pour répondre à ta question, là, c'est toujours de se rapporter à soi-même, puis de se rapporter à toi, ce que tu as fait pour te rendre ici. Amener ça à ta conscience. Puis ça aussi, c'est très bon, en fait, contre le syndrome de l'imposteur. Là. C'est la seule façon de s'en sortir, essentiellement, juste de réaliser que tu n'es pas là par chance. Puis ce qui se présente à toi, c'est pas de la chance. Ce qui se présente à toi, c'est toi qui l'as fait, tu sais. Puis de constamment te rappeler ça. Puis quand tu planifies tes objectifs aussi, puis arrête de regarder les autres. Vois ton progrès à toi, tu sais. Puis ça, pas besoin de la neuro pour te le dire. La psycho va le dire aussi, tout le monde le dit, mais c'est extra difficile. Puis c'est la neuro qui nous explique pourquoi. Ça fait partie de notre programmation, la comparaison sociale, puis tu sais, c'est un giga boost de sérotonine quand tu réalises que tu as fait quelque chose que les autres n'ont pas fait, puis que tu as le regard des autres sur toi. C'est ça. Et c'est bon, et c'est beau, mais après, c'est tout. Après, c'est terminé. Une fois que tu as eu tel éloge, c'est quoi la prochaine affaire? Fait que c'est toujours ça le danger de toujours se rappeler, à mon rythme, à mes capacités, puis bravo pour ce que j'ai accompli. Fait que je réponds pas à la question, j'ai l'impression, mais ça sera toujours une bataille interne, puis elle est explicable. Mais c'est ça. Puis ça, parce que justement, quand tu expliquais le fait qu'on devrait se comparer à nous-mêmes et non les autres, mais on est toujours notre critique la plus difficile envers nous-mêmes. Puis les autres vont être les premiers à dire « Oh non, mais je te vois exactement dans ce rôle-là, je vois exactement que tu es capable de faire ça, je veux travailler avec toi, je te vois aller dans cette position-là. » En fait, ça lie probablement un peu au fait de justement vouloir se protéger, pas vouloir être ostracisé, mais pourquoi est-ce que, selon toi, on est toujours la critique la plus difficile envers nous-mêmes? On dirait j'ai envie de rapporter ça à notre billet de survie, en fait, notre billet de négativité qui assure la survie. Ça fait partie de notre programmation. On est un peu fait pour s'auto-saboter, pour se protéger. Mais quand on réussit à sortir de ça, c'est tellement gratifiant qu'après ça, c'est ça, la petite drive qui nous amène plus loin. Fait que, je pense encore là, c'est de toujours regarder je m'auto-sabotais quand j'ai amorcé ça. Le voici, je l'ai fait. Pourquoi je m'auto-sabote maintenant? Puis, d'en faire un défi personnel à la limite, mais de garder ça perso. De pas en faire une autre couche avec les autres autour. Puis c'est ultra difficile. Je l'ai fait moi-même. Là. Mais tout le monde. Voilà, ça fait partie de notre programmation. Fait que je pense que ça, c'est le premier constat. OK, je suis wired comme ça, je suis programmée comme ça. Bon, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour que mon quotidien soit plus doux puis d'avancer? Mais se reprogrammer, en fait, comme tu as dit tantôt. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Puis des fois, c'est par écrit, la force
la force du journaling, là. J'aime tellement ça. Je suis une fan de journal. Ben, je suis certaine. Je suis certaine parce que c'est Carl Jung que tu dois connaître, hein, une légende là, de la psychologie. Tout part de lui, en fait, je pense. Là, et là, en tout cas, on a il est solide, il est solide. Il disait, là, j'essaie de traduire en même temps, jusqu'à ce que tu transformes l'inconscient en conscient, ça guidera ta vie et tu l'appelleras le destin. Oui. Je me souviens d'avoir entendu ça aussi. Et quand tu écris et que tu relis, c'est quoi les patterns qui ont fait en sorte que tu as atteint tes objectifs? C'est quoi j'ai fait aujourd'hui? Sur quelle force j'ai misé aujourd'hui que je sens que j'ai fait un pas en avant vers tel objectif? De relire ça, c'est tellement gratifiant. Vraiment. Puis ça, c'est une belle façon aussi d'avancer dans tes objectifs, tu sais. Mais c'est ça, puis on parle de journaling. Ouais. Puis justement, my God, ça doit faire depuis le secondaire. Chaque fois que il y a une décision dans ma vie qui est difficile, il y a quelque chose qui me fait de la peine, il y a quelque chose qui me rend fâchée, il y a quelque chose qui vient me chercher émotionnellement et je sais pas comment le gérer, le mettre sur écrit, que ce soit sur ordinateur, papier, peu importe, c'est incroyable à quel point une fois que j'ai terminé d'écrire, je me sens plus légère, je me sens libérée, j'ai l'impression que je peux reprendre le contrôle de mes pensées. Puis je disais justement à des amis comme, il y en a pour qui il allait au travers d'une peine d'amour, il y en a pour qui il vivait quelque chose de plus difficile, puis j'étais comme, honnêtement, mon meilleur truc que je peux te donner, c'est littéralement écrire tout ce qui te passe par la tête. Ne pas te relire du tout. Parce que ça, c'est la pire chose. Parce qu'une fois que tu te relis, honnêtement, tu regardes ta phrase, tu vas te dire oh, j'ai pas d'allure, je devrais pas dire ça, nanana. Mais comme un jugement. C'est pas le moment. C'est pas le moment de te juger. Juste tout mettre sur papier. Que ce soit bon, mauvais, tes émotions, genre si t'as besoin de curse, peu importe. Et moi, là, des fois, j'écrivais des 9 pages. Là, je pourrais me passer un roman avec ce que j'écris. Mais après ça, c'est fou à quel point le relief que ça te donne. Puis je le relisais pas avant vraiment longtemps parce que je voulais pas justement retomber là-dedans. Mais quand j'y repensais, que je sentais que j'étais plus dans une place où je pouvais regarder en rétrospective qu'est-ce qui est arrivé, c'est là que je regardais, j'étais comme le trajet que j'ai fait et tout ce que je pensais à l'époque et comment ça s'est transformé dans ma vie puis comment est-ce que finalement j'ai géré la situation. C'est fascinant quand même. Tout à fait. Puis une étude, justement, le 2024, là, qui vient pratiquement de sortir quelques mois d'université, c'est Japon ou Chine, je ne suis pas certaine, mais ils ont étudié justement le fait d'écrire au niveau de la régulation des émotions. Puis les gens qui écrivaient leurs émotions au niveau justement de l'amygdale, notre processeur d'émotions dont on parlait tout à l'heure, l'activité diminue. Et si tu disposes de tes écrits, là, tu sais, que tu les déchires ou tu les brûles, mais que tu vois que ça... Ben, que tu t'en débarrasses, ça a encore plus un effet sur oui, c'est ça, pas la résistance, mais le laisser... le laisser aller. Oui, au niveau du cerveau, là, au niveau du processeur émotif. Fait que c'est vraiment intéressant. C'est prouvé, ça a été étudié. Puis, fait que oui, comme tu le dis, quand on vit quelque chose de gros, mais aussi quand on est en build-up vers quelque chose de gros, c'est super intéressant comme outil. Puis là, dans ces cas-là, la relecture fréquente est très intéressante parce que c'est un boost à chaque fois. Et j'ai fait ça, oui, j'ai mis un pas de l'avant. Tu sais, c'est juste d'apporter à ta conscience qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu prends comme action, littéralement, pour te prouver à toi-même que t'es pas un imposteur, tu sais, que t'es là pour les bonnes raisons parce que c'est toi qui t'es rendu là, tu sais. Puis tu travailles aussi en tant que tel. Tu sais, je veux dire, quand tu journal et tu regardes à chaque jour... À une certaine époque, quand j'étais dans une phase plus dark, j'étais comme, OK, il faut que j'écris mes émotions. Là, je me sens pas bien, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui se passe. Et là, à chaque jour, je faisais mon petit journal à la fin de la journée pour dire comment ma journée s'était passée, qu'est-ce qui était arrivé, comment je me sentais, c'était quoi mes objectifs pour le lendemain que j'aimerais faire. Puis j'ai déménagé très récemment et je suis retombée justement sur ces journaux-là. Wow. Et voir tout le trajet que j'ai fait des 2 dernières années jusqu'à aujourd'hui, je suis tellement fière de moi, puis c'est dans ces moments-là... Merci! Ben, je trouve que c'est important de le dire aussi quand on est fier de soi. Tout à fait. Puis, voir le chemin parcouru... Parce que souvent, on est souvent concentré sur le moment présent, puis qu'est-ce qui se passe, puis
comme tu disais au début du podcast, justement, notre mémoire est tellement biaisée par rapport à plein de choses. Comme, on va faire une parenthèse ici, mais je pense que j'avais lu aussi quelque part que si tu te répètes assez de fois la manière dont une situation s'est passée, indépendamment si c'est vrai ou pas, ça va devenir vrai pour toi. Ça fait plein de sens. Mais c'est fou. Puis je veux dire, c'est justement pour prouver à quel point notre mémoire est biaisée et donc c'est tellement facile de dire « Ah non, mais j'ai pas tant fait de chemin depuis les 2 dernières années. J'ai l'impression d'être toujours au même endroit, mais c'est tellement faux. » Puis rappelle-toi, le 2 fois et demi, on va toujours aller plus vers le négatif, tu sais. Fait que c'est pour ça que la majorité de nos pensées sont négatives. Fait qu'il faut se trouver des outils au quotidien pour sortir de ça. Fait que là, on a parlé du journaling, mais il y en a un autre qui fonctionne super bien. Puis je suis certaine que tu le fais, Juliette. Là, mais tout d'un coup, que j'ai quelque chose à t'apprendre. Moi, I'm all for it. Le fameux vision board. C'est mon activité préférée. Que j'appelle, en fait, l'action board. Okay. Parce que je trouve que ça change la façon dont on construit notre tableau. Mais tu verras, en tout cas, si la prochaine fois que tu te prêtes à l'exercice, à savoir si les images que tu choisis quand tu fais un action board versus un vision board sont différentes. Mais pour moi, c'est plus concret, c'est plus tangible. Cela dit, ça, c'est une des premières affaires qu'on s'est fait enseigner au MIT. OK. Là, j'étais là, je suis pas trop scrapbooking, là, moi, là. J'étais au MIT, puis on m'impose de faire un vision board. J'étais, c'est un peu oui, là, tu sais. Mais quand ils nous ont expliqué, quand ma professeure a expliqué la logique? Oui, ben en fait, comment ça se concrétise dans le cerveau, puis les gains d'un vision action board sur le cerveau, ben là, c'est comme, OK, ben je vais me prêter à l'exercice, finalement. Puis c'est ça, j'étais du genre, moi aussi, à l'essayer dans le passé, mais de ne pas savoir que des réelles implications sur le cerveau, c'est comme, bof, j'ai plus le temps cette année, fait que non, tant pis, mais là, quand tu comprends, puis comment ça peut t'aider, ben là, c'est OK, je vais prendre le temps, puis ça va être mon petit moment à moi, puis... Fait que voilà, l'histoire avec le vision board, c'est les images. Quand tu vois une image, ça s'en va directement au centre visuel de ton cerveau qui passe la pensée consciente. Fait que versus une liste d'objectifs, tu vas être plus proactif. Ton cerveau va mieux l'encoder finalement que des mots. Tu me suis? C'est aussi plus sexy, là, tu sais, c'est toi qui as choisi tes images, tu y attitres de l'importance émotive versus une liste de mots, à laquelle, bien sûr, tu attitres une importance émotive parce que c'est tes objectifs, mais il y a comme un niveau secondaire là, qui vient faire une différence. Et le truc, c'est de vraiment mettre ton vision board près de ton lit, essentiellement, juste pour que tu le regardes avant de dormir. Parce que la nuit, il y a vraiment beaucoup qui se produit au niveau de l'encodage de l'information, de la mémorisation. Et ça va t'aider à mieux cerner les opportunités le lendemain venu qui sont liées finalement à tes objectifs. T'sais. Fait que c'est ça. Durant la nuit, ton cerveau, durant le jour, on collecte plein d'informations. Tu vois ça comme des blocs Lego, là, de tout type de formes, de tout type de couleurs. Puis la nuit, ton cerveau, il est très, très, très actif. Puis il bâtit le château de tes connaissances. Fait que c'est vraiment là que tu encodes l'information. Fait que de revoir tes images qui te rappellent tes objectifs, tu pars ta journée le lendemain, tu sais, ça a roulé dans ta tête toute la nuit, tu pars ta journée le lendemain, puis si tu sais, je sais pas, tu as une image qui t'inspire justement de confronter tes peurs via ton charme ou tes forces. Tu sais, mettons que tu as une image qui... Bien, le lendemain venu, quand tu vas être confronté justement à un élément de peur, là, tu vas avoir ton image en tête qui est très bien mémorisée. Puis ça va faire en sorte que tu vas cerner beaucoup mieux l'opportunité avec un état d'esprit beaucoup plus en lien avec tes objectifs, essentiellement, que si tu n'avais pas visualisé ton vision board la nuit d'avant. Et c'est la répétition, encore une fois. T'sais. C'est comme ça on se reprogramme. C'est comme ça Mais c'est ça, tu sais, on est tellement exposé à plein d'informations, à plein de situations dans notre vie qu'il faut trouver des mécanismes pour s'assurer que quand ils ont un lien avec nos objectifs, on les attrape puis on les attaque, tu sais, de la bonne façon avec le bon mindset. Ouais. Puis je pense que
Est-ce qu'il y a une différence en tant que telle? Parce que j'ai entendu que, admettons, lorsque tu te lèves le matin, dans une certaine période de minutes, ton cerveau est plus enclin à ramasser de l'information. Je sais pas si c'est vrai, mais je me demandais qui est-ce qui est le plus efficace entre, admettons, regarder son vision board comme première chose le matin et pendant que rien s'est encore passé, tu viens de sortir de ton sommeil, versus juste avant de dormir quand tu as encore toute la journée dans le corps. Ben, la recommandation au MIT, c'était vraiment la veille. Okay. Évidemment, si tu le regardes, puis il est là. Tu sais, quand tu te lèves, il est là, quand il est à la même place, il n'a pas bougé. J'espère. Évidemment, c'est encore une fois la répétition. Je pense que c'est très bon. Mais tu sais, il y a encore l'aspect mindset. Ouais. Si tu en fais un temps, tu sais, moi, perso, le matin, c'est les cocos c'est les cocos qui nous sortent du lit, ça plie, ça pleure, ça dépend de ton contexte. Mais tu sais, si tu en fais un moment particulier, puis tu imbriques ça à ta routine, puis que tu regardes ton vision board, puis tu te dis, bon, aujourd'hui, quels sont les moyens concrets que je vais prendre pour y arriver? C'est excellent. Tu sais, ça ne peut pas faire de tort. Au contraire, c'est excellent. Mais si, disons, tu n'as pas un contexte qui te permet de faire ça, le truc le soir d'avant, avant de te coucher, c'est vraiment l'aspect de je mets dans ma tête. Oui, bien sûr, mon cerveau, il y a une certaine fatigue, assurément. Mais justement, on s'en va dans parce que ce sont des images, ça s'en va directement dans le centre visuel. Fait que c'est pas ton préfrontal qui le traite. Ouais. Puis souvent, à la fin de la journée, c'est ton cortex préfrontal qui est ton président, là, qui est responsable des fonctions exécutives de ton cerveau, qui est fatigué. C'est lui, essentiellement, qui est fatigué. Fait que ce qui est super intéressant, c'est ça, c'est que tu viens solliciter d'autres ressources, puis ça va travailler toute la nuit, tu sais. Ouais. Puis justement, parce que là, on a comparé le journaling et le vision board, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent les subliminals, puis écouter justement des affirmations, bien des choses comme ça. Comment est-ce que ça vient interagir dans notre cerveau et c'est quoi la différence entre, admettons, écouter, voir et écrire, disons? Et là, ça, je suis pas assez avancée pour te le dire. Ouais. Je suis pas une neurologue ni une neuroscientifique. Regarde juste, admettons, les affirmations. Oui. Comment est-ce que... Parce qu'il y a des gens qui disent « Ah non, mais ça fonctionne trop pas, comme j'ai essayé de faire mes affirmations. » Est-ce que, d'un point de vue neuroscientifique, les affirmations fonctionnent? Tout à fait. Par l'exercice de la pensée, tu peux reprogrammer même les plus grandes, les connexions les plus... myélinées, là, celles qui ont le plus, je vais présenter ça comme l'isolant autour, là, fait que les connexions se passent super rapidement, de manière efficace. Mais même celles-là, tu es capable avec énormément de répétitions, puis avec énormément d'intention, de les reprogrammer. C'est ça la beauté de la neuroplasticité. Mais... je pense qu'à chacun son moyen. Il y a des gens qui sont beaucoup plus... Ils se disent beaucoup plus auditifs, d'autres beaucoup plus visuels. Je pense que si ça fonctionne pour toi, tu prends tu le prends puis tu pars avec ça. Mais la constance, puis en faire des habitudes, parce que c'est ça, les connexions neuronales. C'est... Quand tu crées une nouvelle habitude, c'est parce qu'il y a une connexion qui est rendue. Les connexions se compétitionnent, puis tu réussis à en faire une plus forte que l'autre. Mais ça ne se remplace pas. Les connexions ne se remplacent pas. C'est toujours une compétition. Fait qu'il faut que tu le vois comme ça. Intéressant. De là l'intérêt, justement, pour transformer en habitude, de toujours aller vers la récompense, d'attacher tes nouveaux comportements à une récompense. Fait que, tu sais, l'affirmation, tu l'intègres dans une routine ou, tu sais, je sais pas, tu l'attaches à quelque chose qui est un gain clair pour toi, que ce soit juste un moment calme parce que tu es une jeune maman, par exemple, puis que ça va vraiment vite, puis que tu n'en as plus jamais de temps pour toi. Tu sais. Est-ce que c'est ça? C'est d'aller m'asseoir, juste d'aller m'asseoir dans le calme, puis là, d'écouter des affirmations. Parce que de toute façon, si je vais m'asseoir dans le calme, je vais avoir le hamster qui part, puis avec toute ma to-do list qui embarque. Fait que ça va être mon plus, ça va être mon gain.
Puis c'est vraiment la façon de créer l'habitude. Puis après ça, ce qui ressort de l'habitude, c'est de l'apporter à ta conscience. Est-ce que ça fonctionne pour moi, les affirmations? T'sais, si je continue de le faire, est-ce que encore là, via le journaling, est-ce que finalement, je réalise que ce que j'écris, c'est plus positif à la fin de la journée depuis que je fais mes affirmations? Est-ce que j'avance mieux dans mes objectifs? Fait que de toujours lier à ta récompense, ton gain, l'amener à ta conscience pour pouvoir justement renforcer la nouvelle connexion neuronale que tu essaies de créer. Ouais. Qui donc, en tant que tel, va te permettre d'atteindre tes objectifs. Tout à fait. Et venir aussi nourrir ton ambition dans la vie de tous les jours. Absolument. Puis, on entend beaucoup parler de la manifestation sur les réseaux sociaux. Je suis certaine que tu en as entendu aussi parler. En tant que tel, puis il y a beaucoup de personnes qui disent que la manifestation, c'est woo-woo, witchy stuff, ça fonctionne pas pour de vrai. Qu'est-ce que tu en penses de la manifestation en tant que telle? Enfin, je pense que ça regroupe quand même assez beaucoup d'éléments dont on a parlé en ce moment, puis c'est un tout. Puis on y a comme donné le nom de manifestation, mais c'est explicable par plusieurs portions de ce tour-là. Ben, de la manifestation, à mon sens, c'est de la visualisation. Tu sais, tu visualises ce que tu envisages pour toi-même, puis ça, c'est clairement prouvé que ça fonctionne. Encore une fois, c'est la force de ta pensée. Tu sais, on revient aux affirmations, pour moi, c'est juste une autre forme d'affirmation. C'est ta voix interne. Ça fonctionne. Et tu peux créer des nouvelles connexions et les renforcer, justement, avec ta myéline que tu crées autour. À chaque fois que ton électricité passe là, puis ta chimie passe là, ben, ta connexion, elle se fait, puis elle se renforce. Fait que, oui, tout à fait, d'envisager, mais pousse ta visualisation au plus possible, tu sais. Qu'est-ce que je vais porter cette journée? Tu sais, mettons qu'on visualise une présentation qui nous rend très nerveux. Qu'est-ce que je vais porter cette journée-là? Comment je vais me sentir? Comment je veux, en fait? Comment je veux me sentir? Ça va être quoi les odeurs? Ça va être, tu sais, ramène tous tes sens pour qu'il n'y ait pas tant de place à la surprise. Puis c'est la surprise qui est déstabilisante. C'est ça qui crée la menace. Fait que si tu peux même aller voir la salle dans laquelle tu vas te trouver, si tu peux prendre position dans laquelle tu vas te trouver, c'est le best du best. Je me souviens, quand on m'avait confié mon premier cours à l'université, une charge de cours à l'université, j'étais super nerveuse. J'avais jamais fait ça, tu sais. Puis le syndrome de l'imposteur, je l'avais le big time. Qui je suis, moi, pour vous enseigner, tu sais. Je l'ai fait, ce cours-là, mais c'est tout. Je pratique même plus le marketing au quotidien. Tu sais, j'en ai fait, mais c'est même plus mon job. Puis vous me choisissez moi, tu sais. Donc, je suis allée la veille. J'ai demandé les clés du local. Je suis allée, j'ai descendu ma toile, j'ai placé mes affaires, j'ai pris position dans la pièce. Et je me suis dit, bon, je vais me déplacer de là à là. Voici mon terrain de jeu. Puis quand les étudiants sont arrivés, évidemment, je suis rentrée chez moi. Oui, elle n'a pas dormi là-bas. Le lendemain matin, quand les étudiants sont arrivés, je me sentais déjà un petit peu plus à la maison. Tu sais, il y avait plein d'éléments qui auraient pu être des stresseurs. T'es où ma toile? T'es où dans le panneau de contrôle? Puis là, ça, c'est le son, puis le son pour mon vidéo. Puis... Non, mais c'est con, mais ça fait partie des éléments qui peuvent amener un bon stress. Puis quand tu es trop stressé, justement, ton préfrontal se désengage. Fait que tu perds des ressources cognitives, tu perds l'accès à des ressources cognitives que tu as besoin pour performer, puis pour avancer vers tes objectifs, puis le donner ton show, tu sais. Fait que, oui, la manifestation, la visualisation, go, le plus possible. Puis justement, tu as parlé des situations stressantes, puis de te préparer au maximum. Mais en tant que tel, est-ce que tu as d'autres trucs pour désamorcer, admettons, des situations stressantes autres que aller sur le lieu et déterminer qu'est-ce que tu vas porter, comment est-ce que tu vas te sentir et tout ça? Ben, tu sais, le top au niveau de la régulation des émotions, c'est de nommer ton émotion, là, comme tantôt on l'a dit, juste pour désengager ton amygdale. Donc, dire « je suis stressée ». Je me sens nerveuse parce que... Je me sens nerveuse parce que... Oui, parce que tu sais, la différence entre « je suis » puis « je me sens ». Je suis, c'est que tu t'associes à ça, est-ce que ça ton fait partie identité. de ta personne, et je me sens, c'est juste un état en ce moment. Oui, et le fait... Puis ça, la neuro l'explique en disant... Quand tu dis « je me sens », t'amènes justement à ton préfrontal une notion d'analyse.
Fait que tu te détaches de l'émotion. Fait que ça c'est un bon truc. Ça dépend de la situation, là, comment dire, mettons, sur le champ, sur une présentation, je te dirais, c'est tout ce que tu peux faire. Ouais, vas-y, go, puis... Puis focusser sur le cadeau, toujours. Tu sais, la réévaluation cognitive, ça, c'est reappraisal en anglais, c'est un des meilleurs, en fait, c'est le meilleur truc pour la régulation d'émotions sur le champ. Fait que trouve ton cadeau, tu sais, trouve le gain dans ce qui se passe. Puis encore une fois, tu sais, on se ramène à la base là, dont on a parlé tantôt. Mais tu sais, bon, je me sens nerveuse parce que dans l'audience, il y a quelqu'un qui est trop mal à l'aise, disons. Ben, qui me rend mal à l'aise parce que j'avais de l'intérêt pour m'accoler à cette personne-là. J'ai peur du jugement, tout d'un coup que la personne elle me trouve pas bonne. Après ça, je pourrais jamais m'accoler à ses services, peu importe, pour X, Y raison. Fait que là, tu dis, ça peut être quoi le gain? C'est qu'il y a 1000 autres personnes dans la salle, finalement, qui trouvent que ça pourrait être un bon fit, puis qui ont des entreprises que j'ai aucune idée, mais qui pourraient s'associer à moi, ou que, tu sais, je sais pas, là, on brainstorm, là, mais tu sais, essayer de trouver dans le moment comment tu peux transformer la situation en justement un gain pour toi. Puis tu sais, des trucs de la psycho de base, là, tu sais, te sortir un peu de toi, de dire un peu de voir tu sais, te parler comme à la troisième personne, pourquoi Lauriane est nerveuse, tu sais, alors qu'elle a tout pour réussir. Tu sais, ce genre de trucs-là, mais je suis certaine que c'est quand même accessible à plusieurs, là, mais tu sais, d'un niveau neuro nommé, puis chercher ton gain pour complètement engager l'état de récompense. Puis j'ai remarqué aussi, admettons, j'avais déjà entendu ce truc-là un jour, c'est qu'avant de faire quelque chose de stressant aussi, quelque chose qui t'a un peu, pas démoli, mais qui te fait sentir un petit peu moins bien par rapport à toi-même, qu'est-ce que tu dirais à ta meilleure amie? Probablement que tu lui parlerais pas du tout de la même manière dont tu parles en ce moment, puis tu vas l'aborder avec compréhension, avec compassion, avec sincérité, tu sais. Tu vas pas chercher à la descendre tant qu'elle se sent déjà pas bien. Tout à fait. Donc, tu devrais avoir le même niveau de compassion envers toi-même. Mais c'est beaucoup plus difficile à dire qu'à faire. On s'entend, on est tous programmés, comme tu le dis, à ce sabotage pour justement se protéger. Puis, tu as amené un peu plus tôt le fait qu'on avait beaucoup plus de pensées négatives que positives dans une journée. Est-ce qu'on peut changer? Bien, j'imagine que la réponse est oui. Mais comment est-ce qu'on peut commencer à changer un peu cette manière de penser? Puis comment est-ce qu'on peut se tourner vers des pensées plus positives, disons? Bien, je pense que tu as rapporté aux faits. Tu sais, mettons qu'on prend justement notre syndrome de l'imposteur, là. À chaque fois qu'il te fait de l'œil, là, cette espèce de cocktail hormonal qui veut te tenir coincé, c'est oui d'amener à ta conscience « Hey, j'ai fait ça. Ça va faire, là. Je suis ici, puis je suis capable. Tu sais, toujours réfuter. Tu sais, quand tu as l'affirmation négative qui vient en tête, tu la réfutes avec l'affirmation positive qui contrebalance. Puis à force de faire ça aussi, ça peut devenir une habitude. Ouais. Et là, forcément, ben, l'ensemble des pensées vont devenir beaucoup plus positives que négatives. Mais l'affirmation des pensées positives, elles doivent être basées dans des faits? Ou est-ce que ça peut être... Je pense que ça dépend comment tu opères. Okay. Tu sais, moi, je suis quelqu'un de faits, de données, j'ai besoin de preuves. Ouais. Toutefois, si ça fonctionne pour toi, juste l'affirmation positive, c'est excellent. C'est encore plus accessible. Donc, ça dépend de la personne que tu es, en fait. Ce que tu sens qui accroche vraiment pour toi, là. Puis, si jamais tu avais un conseil à donner à des personnes de quelque chose dont on n'a pas encore parlé et que tu aimerais vraiment que plus de personnes sachent, ce serait quoi? Ben, ça serait gère ton énergie avant de gérer ton temps. Puis, on en a un peu parlé, le sommeil, mais bouge. Tu sais, dors et bouge, là. Je pense que c'est les éléments dont en fait, c'est les outils les plus puissants
et accessibles à l'ensemble des êtres humains, puis c'est les plus négligés dans notre ère moderne. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a énormément de maladies, puis de maladies physiques, mais aussi mentales. Dans les 20 prochaines années, je trouve que le mot est fort, là, déficience, mais maladie. En fait, la plus grosse cause de décès, ça va être lié à des cerveaux qui ne fonctionnent pas bien, essentiellement. Ici, au Canada, là. Fait que c'est réel, c'est chez nous. Quand on dort, on en a parlé, là, quand on dort, c'est tes fonctions exécutives qui sont reposées, notamment impliquées dans la régulation des émotions. On dit souvent, on n'est pas gentils les uns avec les autres, on fait preuve d'incivilité. Ben, dors, là, puis tu vas être déjà avoir plus accès à tes ressources pour inhiber ces comportements-là inacceptables qu'on voit beaucoup trop ces jours-ci. Puis bouger, la cortisol qu'on crée en faisant du sport viendrait neutraliser la cortisol créée par tous les autres stresseurs. OK. Et quand on le sait, là, la cortisol trop présente dans le corps pendant longtemps, ça a des effets au niveau justement de ton préfrontal. Donc les dendrites qui assurent les connexions, c'est comme un petit peu les embranchements là, de chacune de nos cellules neuronales, qui assurent les connexions entre elles au niveau du préfrontal, diminuent, rétrécissent. Okay. Alors, tu perds du brain power. Plus tu es stressé, puis que tu gères pas, cette cortisol-là, tu la sues pas, littéralement, plus tu perds du brain power. Fait que, tu sais, on veut performer, on veut atteindre nos objectifs, on veut être charismatique, puis être des leaders, puis être capable de mobiliser socialement, puis d'inspirer socialement. Mais les deux outils de base, on les priorise pas, tu sais. Fait que ça serait ça mon conseil, Juliette. Ouais. La base. Mettre sa santé de l'avant. Oui, avant de, tu sais, on capote avec l'agenda, on se book. Gère ton énergie avant de gérer ton temps. Prends soin de toi. Puis comment est-ce que tu penses que on peut comme se motiver à prioriser justement son sommeil et le gym? Parce que comme tu dis, il y a tellement de choses qu'on peut faire parce qu'on est dans un univers de 10 milliards de possibilités. Je préfère tellement de choses. Puis je pense qu'il y a des gens, des fois, qui ont de la difficulté à se rappeler pourquoi est-ce qu'ils devraient prioriser le sommeil et le gym. Donc, est-ce que tu aurais des trucs, admettons, à donner à ces personnes-là qui, des fois, diraient qu'ils n'ont pas le temps? Bien, on revient à notre création d'habitude, là. Lis-le à une récompense. Fait que le soir, là, pour aller au dodo, là, lis ça à une belle routine de skincare, à ton gua sha, peu importe, là, tu sais. Non, mais lis ça à quelque chose, tu sais, des huiles, mets-toi allume-toi une chandelle, je sais pas. Rentre ça dans ta routine avec une récompense qui est liée. T'sais, je vais aller au litho parce que je veux prendre le temps de faire ma routine, puis ma routine, elle commence à telle heure. Et répète, et répète, et répète, jusqu'à temps que tu goûtes au gain, que tu ressentes vraiment le bénéfice. Puis là, tu dis, mais je veux plus en sortir. Même chose avec l'exercice physique. T'sais, si ça te prend un petit Netflix dans ton visage, sur ton elliptique ou sur ton tapis, c'est correct. C'est ton gain. Ah, je vais aller écouter ma petite série là, que j'adore, là, mais je l'amène sur le tapis avec moi. Fait que tu lis à quelque chose qui va t'apporter, c'est ça, une récompense, jusqu'à ce que tu goûtes réellement à la récompense interne. Puis après ça, tu n'auras même plus besoin de l'apporter ton Netflix. Mais je pense que c'est ça le truc vraiment pour créer l'habitude. En attendant, je pense aussi qu'on est dans une société qui est hyper axée sur le gain présent. Immédiat. Le gain immédiat, on a beaucoup, beaucoup de difficultés à justement attendre pour avoir la récompense. Puis je veux dire, on vit dans un univers qu'on a tout à portée de main en deux minutes. Donc je pense que c'est un bon point de dire qu'en attendant de ressentir les effets positifs et les gains, te donner quelque chose momentané qui va te permettre d'aller chercher cette satisfaction-là en attendant
réalisons. Ouais. C'est ça qui va venir au final. Tout à fait. Puis, je vois le temps qui passe, mais la question finale que je pose à toutes mes invités, c'est qu'est-ce qui te rend fière d'être femme? Je pense que c'est l'évolution à laquelle on a pris part. Si on regarde juste ici au Québec, il y avait tellement de préconceptions ancrées par notamment la religion, qui était très, très, très forte. D'entendre nos grands-mères, nos arrière-grands-mères. Aujourd'hui, je suis tellement fière d'élever mes filles et qu'elles voient que l'homme et la femme, dans leur modèle familial du moins, font équipe. Ouais. Vraiment à 50-50. Que papa est tout aussi présent que maman pour elle, que papa et maman sont tout aussi accomplis, professionnellement parlant. Ça me rend fière. Puis aujourd'hui, on a le choix. Puis c'est ça, mes filles, j'espère qu'elles vont jamais avoir à se poser la question, est-ce que je suis moindre que, ou est-ce que je peux faire ça, alors que ça devrait être un homme qui fait ça. J'espère qu'elles ne seront pas du tout exposées à ça. Puis je suis fière de prendre part au modèle qui essaie de placer les pierres pour elles en ce sens-là. Ouais. Mais mes grands-mères, j'ai une grand-mère qui travaillait, là, et elle a travaillé, là, puis avec la présence de ses enfants, puis on voyait pas ça, c'était absolument contre les modèles, mais c'est des femmes comme ça qui ont dit « Hey, j'ai envie de me valoriser aussi autrement ». Puis c'est tellement beau de rester à la maison avec les enfants. Si tu te valorises entièrement, c'est ça, mais tu as un choix. C'est ça que je veux dire. Justement, cette grand-mère-là me disait, ma belle-maman, elle n'était pas faite pour rester à la maison avec ses enfants, puis ton grand-papa en a souffert, tu sais. Elle n'était pas heureuse là-dedans. Fait que c'est ça, c'est de... Je pense que c'est que tout nous est ouvert aujourd'hui parce que certaines femmes ont dit non, c'est pas ça. Puis c'est pas ça que je veux pour moi. Fait que c'est de prendre part à ça pour un futur où c'est ça, les femmes ont tous les choix que les hommes ont aussi. Ouais. Je suis très d'accord. Puis je veux dire, on a fait tellement de travail, il y a encore du travail à faire, bien entendu. Mais je veux dire, depuis les années 70-80, les femmes n'avaient même pas le droit d'avoir un compte bancaire. C'est fou. Si tu voulais aller en entreprise, je veux dire, c'est il y a 40 ans. Tout à fait. C'est pas tant loin, là. Puis le droit de vote aussi. Je veux dire, ça fait même pas 100 ans qu'on l'a. Des bases, là, tu sais. Ouais. Puis pour nous, c'est pour acquis. Parce que je veux dire, moi, je suis née en 2000, donc c'était des choses qui ont toujours été là pour moi. Mais il n'y a pas tant loin en arrière, ça l'était pas du tout. Puis c'est une entière autre réalité. Donc, effectivement, voir le progrès qui a été fait et où est-ce qu'on s'en va, je trouve ça vraiment inspirant. Donc, Lauriane, sur cette magnifique réponse, merci tellement d'avoir participé à Ambitionnelle aujourd'hui. C'était un plaisir de t'avoir et j'ai beaucoup, beaucoup appris sur la neuroscience. Génial, Juliette, merci pour l'invitation. Très heureuse de cette rencontre, surtout.